Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Medi 1 TV. On va commencer par une citation extraite du discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI le 20 août de l'année dernière. Je voudrais adresser un message clair à tout le monde. Le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. C'est aussi clairement et simplement l'onde qui mesure la sincérité des amitiés et l'efficacité des partenariats qu'il établit. S'agissant de certains pays comptant parmi nos partenaires traditionnels ou nouveaux, dont les positions sur l'affaire du Sahara sont ambiguës, nous attendons qu'ils clarifient et revoient le fond de leur positionnement d'une manière qui ne porte à aucune équivoque. Comme on l'a dit, c'est un discours, c'est un extrait de ce discours. Le message est on ne peut plus clair. Le rapport du Maroc au monde a évolué et ces 2 dernières décennies avec une approche pragmatique qui lie le politique à l'économique dans un contexte international complètement transformé. Le Maroc a opté pour un nouveau positionnement géopolitique et géostratégique et grâce à son rayonnement régional et international, il a réussi à contracter de nouvelles alliances et à consolider des alliances plus traditionnelles. Pour analyser cette nouvelle ère de la diplomatie marocaine, mais aussi pour aborder les enjeux et les défis qui restent à relever dans les relations internationales du Royaume, nous avons le plaisir renouvelé de recevoir Zakaria Aboudahab, professeur de relations internationales à l'Université Mohammed V de Rabat. Professeur Aboudahab, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Touré, avec plaisir. Alors, professeur Aboudahab, je vais commencer par un peu analyser ce qu'on a lu dans ce discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI, où il y a une approche binaire qui est nouvelle. Qu'est-ce qui a permis au Maroc de pouvoir tenir ce discours? Est-ce qu'il aurait pu le tenir il y a 20 ou 30 ans? Le Maroc a certainement, la personne évidemment du souverain, Sa Majesté le roi Mohammed VI, a analysé ce conflit qui a duré longtemps et qui en même temps, parfois, empoisonne les relations avec le voisinage. Et il fallait un moment, certes cela s'est fait progressivement, faire évoluer la doctrine marocaine en matière de traitement de ce conflit par rapport à tous les partenaires et par rapport au monde de façon générale. Mais il s'agit aussi de rappeler que la question de l'intégrité territoriale du Maroc est inscrite dans le cadre de la Constitution comme étant une constance. Et par ailleurs aussi, c'est un déterminant majeur de toute l'action extérieure du Maroc. Mais on va dire que le style a changé en termes de communication, en termes de proaction. Et il faut dire aussi que le Maroc, lui aussi, a évolué. Et donc, il y a une sorte d'accompagnement par rapport à la tactique et à la stratégie du Maroc en ce qui concerne ce dossier vital pour le Royaume. Mais c'est un dossier, évidemment, celui de tous les Marocains. Donc, le souverain l'incarne très, très bien. Et je le crois fort bien. Août 2022 a secoué pas mal de positions, non seulement en Europe ou ailleurs, mais aussi en Asie, des pays déjà qui commencent un peu à réviser leur approche un peu timorée, un peu modérée par rapport flottante, à... Voilà. Et il faut aujourd'hui, je le crois, profiter de cet impétus pour entrevoir des perspectives de résolution et aller explorer d'autres horizons plus stratégiques. Oui, alors depuis 1999, le Maroc a connu de nombreux bouleversements dans ses relations diplomatiques. Quels sont, d'après vous, quels ont été les moments clés ou charnières de ces mutations? Sur le plan mondial, évidemment, on ne peut pas ne pas citer ce qui s'est passé en 2001 avec ce cataclysme du 11 septembre et au-delà, qui a quand même recentré l'attention de la communauté internationale sur les questions de lutte contre le terrorisme, avec toute la batterie de mesures qui est venue par la suite, convention de Palerme contre le blanchiment des capitaux, il y a également la convention des Nations Unies contre la corruption, il y a également création d'un comité, je crois en 2007, contre le terrorisme, et ainsi de suite. Le Maroc, évidemment, a interagi avec cet événement majeur. Déjà, donc, dans la foulée, en 2004, il a bénéficié d'un statut d'allié majeur au OTAN des États-Unis, au vu de ses efforts constants inscrits dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Évidemment, il y a d'autres événements majeurs, mais si on peut synthétiser, on peut dire que en 2010-2011, il y a eu tout ce basculement du monde au niveau du monde arabe et comment le Maroc, grâce à un exceptionnalisme remarquable, a pu gérer ces transitions douloureuses pour beaucoup de pays. Et au-delà, il y a eu d'autres événements. Je crois que aussi 2019-2020, avec également cette problématique majeure devenue comme étant un facteur structurant des relations internationales, c'est la globalisation des risques sanitaires, la Covid-19 et au-delà. L'idée de la souveraineté.
Évidemment, sanitaire ou alimentaire. la guerre en Ukraine, il y a des facteurs globaux, structurants, il y a des facteurs régionaux, continentaux, ce qui fait que le Maroc était en interaction constante avec ces mutations majeures. Il a fait preuve de beaucoup de résilience et d'adaptation, parce qu'il s'est adapté merveilleusement à tous ces changements. Alors, on va aborder les partenaires traditionnels. On sait qu'avec notre voisin, l'Espagne, il y a eu toujours des hauts et des bas, et par moments, il y avait des déchirements autour de questions migratoires. Il y a eu un moment, une crise. Et cette crise, le Maroc était intransigeant. Et après cette crise, le ciel s'est éclairci, et maintenant, on a de nouveaux rapports sains. Est-ce qu'on peut parler d'un tournant historique ? Je le crois fort bien, dans la mesure où, déjà dans la déclaration d'avril 2022, à la suite de la visite de M. Pedro Sanchez, qui a été accueilli en audience par Sa Majesté le Roi, donc en avril 2022, les deux parties se sont mis d'accord sur la nécessité d'adosser leur approche sur la base d'un certain nombre de principes constants. Réciprocité, abstention de prendre des mesures unilatérales, respect mutuel, transparence, etc. Et je rappelle qu'en 1995, nous avons conclu un accord de bon voisinage et de coopération et d'amitié avec le voisin ibérique. Mais il y a eu toujours des hauts et des bas, c'est clair. Structurellement parlant, ça ne remonte pas à 1956, non, ça dure mais des siècles et des siècles. Il y avait des tensions, il y avait même parfois des affrontements militaires autour des villes marocaines occupées, Ceuta, Melilla. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une autre époque, une autre ère qui nécessite d'abord de prendre en considération les paramètres majeurs de la stabilité. Il y a la géographie, il y a l'histoire. Nous sommes condamnés à coopérer ensemble et à désamorcer tout ce qui est de nature, à envenimer les relations. Je pense que l'Espagne a bien tiré la leçon de la nécessité de regarder le Maroc autrement, comme étant un partenaire qui lui est égal, et s'abstenir de tout regard qui est un peu hautain, vous voyez, un peu néocolonial, etc. Cela est dû, à mon sens, à des évolutions internes en Espagne et au Maroc. Et finalement, l'union fait la force. Si on collabore ensemble, on peut faire beaucoup de choses intéressantes. Donc cette diplomatie, pas offensive, mais décomplexée et ferme a donné ses résultats. Parce que c'est ça aujourd'hui, mais il faut pouvoir se le permettre. Bien sûr. C'est la position du Maroc aujourd'hui qui le permet. Alors, il n'y a pas que l'Espagne dans ce cas de figure. Il y a eu d'autres pays. On a vécu un cas similaire avec l'Allemagne, parce qu'on est passé par une crise aussi avec l'Allemagne, les Pays-Bas, et le Maroc a toujours tenu bon dans sa position, et ça a fini par les choses par se décompter. Tout à fait. Alors, la situation de l'Allemagne est très particulière. Je crois, historiquement, on n'a pas le temps de tout développer, mais 1905, 1911, il y avait ce qu'on appelle l'offensive allemande pour avoir une place au Maroc, qui était exposée à ce qu'on appelle les impérialismes étrangers, notamment français et espagnols. Mais finalement, la concorde franco-anglaise avait un peu écarté l'Allemagne et l'a cherché ailleurs. Mais l'Allemagne a eu toujours un intérêt stratégique pour le Maroc, pour plusieurs raisons, sa position stratégique, il est au cœur du monde arabo-musulman, etc. L'essentiel aujourd'hui, c'est que le Maroc a demandé la clarté dans la relation avec ce grand pays. C'est le cœur battant de l'Union européenne, économiquement, politiquement, stratégiquement, tout ce qu'on veut. L'Allemagne a des intérêts aussi stratégiques et économiques au Maroc. Et je crois que c'est une politique ou c'est une démarche qui a porté ses fruits au final, parce qu'on voulait dissiper tout malentendu, mais amorcer une nouvelle relation sur des bases qui sont saines. Et au final, on le croit, avec la succession à Mme Merkel et l'installation d'une nouvelle équipe gouvernementale, les Allemands ont compris que d'abord, il y a une doléance des desiderata marocains qui devaient être satisfaits. Par exemple, on parlait de la conférence de Berlin, les organisateurs avaient exclu le Maroc sur la Libye, alors qu'on était pratiquement le moteur essentiel pour la réconciliation entre les parties libyennes. Et au final, avec la succession Madame Merkel, nouvelle équipe avait considéré, c'est un gain diplomatique important, que le plan marocain d'autonomie serait une base crédible, sérieuse, pour sortir de ce goulet d'étranglement. Pour qu'on reste dans les partenaires traditionnels, on va parler du cas de la France, qui est assez particulier, parce que la France est dans une situation difficile, elle est coincée dans une impasse avec l'échec de sa normalisation avec l'Algérie au détriment du Maroc. Elle se retrouve ni avec l'Algérie, elle risque de perdre le Maroc. Beaucoup de voix s'élèvent dernièrement pour dire on ne peut pas de toute façon imaginer un rapprochement de l'Algérie sans le Maroc, et on risque de perdre. Qu'est-ce qui se passe avec la France ? Alors, je crois que d'abord c'est une question de style de gouvernement de M. Macron,
et son équipe, à mon sens, qui l'entoure, peut-être qui n'a pas beaucoup de recul sur le plan de l'histoire, parce qu'il faut comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, son carburant précisément, le feu qui le met en feu, c'est l'histoire et cette relation traditionnelle. On considérait que c'est une relation d'exception. La France avait établi son protectorat. Il y avait on n'était pas colonisé par la France. Donc la différence avec l'Algérie depuis 1830. Parce qu'on a décomplexé la relation. C'est pas le cas de l'Algérie. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. Monsieur Macron a eu ses priorités. Bon, il a visité le Maroc quand en grande fanfare, en grande pompe plutôt, le Maroc a lancé le TGV, la ligne à grande vitesse. Mais par la suite, il y a eu des impondérables. Malheureusement, parfois, il y en a ceux qui ont tendu aussi des pièges à M. Macron avec cette affaire soi-disant de Pegasus. Il n'en est rien finalement. C'était une tempête dans une tasse de café, Marocco Gate, etc., qui a assombri le ciel. Mais si on revient un peu en arrière avec M. Hollande, les relations étaient très normales. Mais avec Sarkozy, il a pris position pour le plan marocain d'autonomie. Évidemment, M. Jacques Chirac. Je rappelle qu'en 2001, il avait soutenu la démarche de M. James Baker concernant l'autonomie substantielle. C'est un problème de style. Maintenant, M. Macron. Il y a des affinités aussi personnelles quand vous parlez de Chirac et des positions. Exactement. Mais la priorité pour Macron, M. Macron, c'était l'Algérie. Décomplexifier la relation, la mémoire, l'exercice de la mémoire, la question de la restitution des anciens disparus, etc. Mais au final, la raison finirait par remporter, à mon sens, les choses. Parce que le Maroc est un axe essentiel de la politique méditerranéenne française. Et il y a quelques jours, lors de la conférence des ambassadeurs, M. Macron avait fait une sorte de mea culpa à considérer qu'il est temps de changer de paradigme dans sa relation avec des pays. Il a cité en premier lieu le Maroc. De toute façon, il a été critiqué au sein même de son pays par d'anciens présidents comme Sarkozy, pour ne pas le citer, par des parlementaires, par des hommes d'État. Alors, on va parler d'une alliance très, très, très importante, une ancienne nouvelle alliance, c'est avec les États-Unis. On sait qu'on a toujours de bons rapports avec les États-Unis, mais ça s'est consolidé dernièrement. Il y a beaucoup de choses, que ce soit la coopération militaire, l'African Alliance, que ce soit sans parler de l'accord tripartite, on va y venir. À quel point, et puis la reconnaissance, bien sûr, de la marocanité du Sahara, à quel point ce renforcement de la coopération avec les États-Unis a impacté, a été un élément de capitalisation pour les autres pays de l'Europe ou d'ailleurs? C'est quand même les États-Unis, puissance globale, majeure, présente cette puissance dans les grandes instances mondiales, que ce soit le Conseil de sécurité, que ce soit l'OTAN, etc. Et finalement, avec ses alliés ou avec ses partenaires aussi, ça finirait par produire, non pas du bruit, mais à propager des effets, une sorte d'onde de choc. C'est ça. Cela ne s'est pas passé inaperçu, puisque les États-Unis sont les principaux rédacteurs des résolutions concernant la question du Sahara marocain. Et bientôt, en octobre d'ailleurs, il y aura une nouvelle résolution à la suite de celle du 26-54. Cela est d'une part. D'autre part, ce que font les États-Unis par rapport au Maroc n'est pas fortuit et il ne part pas de rien. Il y a quand même un fond historique très important. Premier accord conclu 1777 à la suite de la dépendance des États-Unis en 1776. Et sont des relations historiques qui ont été aussi matérialisées par des conventions successives, plurielles. Le Maroc a offert même un consulat, le premier ouvert à Tanger, et ainsi de suite. Aujourd'hui, il est clair que cette reconnaissance de la pleine souveraineté du Maroc sur le Sahara par les États-Unis va influencer, à mon sens, d'autres poids lourds. Et nous sommes dans une perspective, à mon sens, qui est progressive, qui permettrait de baliser le terrain pour, par la suite, je le crois, au niveau surtout de l'ONU, prendre des décisions plus audacieuses. Ce n'est pas simple, ce ne sera pas simple, ce n'est pas facile, c'est délicat, mais c'est une question de pondération, de négociation. Oui. On va parler de l'Union européenne, on va parler de l'Europe d'abord, parce que l'Europe, on a fait la moitié du chemin, parce qu'il y a aujourd'hui 15, corrigez-moi si je me trompe, 15 pays européens qui soutiennent totalement la marocanité du Sahara, 6 ou 7 qui sont dans une position constructive, et puis il y a 5 ou 6 dont la position est plutôt attentiste ou avec un peu de frilosité, notamment les pays scandinaves. Et puis il y a eu cette tension dans la Cour de justice européenne concernant les accords concernant les accords sectoriels et agricoles. Où on en est la relation avec l'Union européenne, sachant qu'il y a eu un balai diplomatique, il y a eu, au minimum 8 ministres des Affaires étrangères
européens qui sont venus au Maroc. Il y a le chef aussi de l'Union européenne. Où est-ce qu'on en est avec l'Union européenne? Est-ce qu'on a dépassé ces tensions? C'est-à-dire que, oui, en fait, mais l'Union européenne, c'est un objet qui est complexe, et complexe. Moi, je dis complexe, c'est mieux. Parce qu'il y a 3 niveaux. Il y a d'abord le bilatéral, donc rien n'empêche le Maroc de développer ses relations bilatérales avec un pays membre de l'Union européenne. Les 27. Pas de problème. Même avec le Royaume-Uni après le Brexit de façon officielle, on a maintenu l'accord d'association, on a reversé l'ancien accord dans le cadre d'un nouvel cadre juridique. Maintenant, le bilatéral permet au Maroc d'aller encore de l'avant pour gagner des points. On a cité l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas et d'autres qui sont sur le point de devenir membres, comme d'ailleurs la Serbie. C'est important. On a fini par accepter sa candidature, sinon c'est pour bientôt. Ou la Croatie, on peut parler des membres de Visegrad, oui. La Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie et je pense la Hongrie. Deuxième élément de cette architecture, c'est, on va dire, les zones un peu de résistance. Nous avons 2 institutions. Le Parlement européen, parce qu'il est influencé par une démarche plus politique, si ce n'est politicienne. Les 705 eurodéputés ne sont pas tous acquis à la cause marocaine ou aux intérêts du Maroc. Et la Cour de justice de l'Union européenne qui, elle, a été créée en 1952. Elle a précédé la CE en 1957. Troisième niveau, c'est le niveau réellement gouvernemental, c'est-à-dire d'abord le Conseil de l'Union européenne, le Conseil des ministres, et la Commission européenne. Avec ces 2 institutions, on n'a aucun problème. C'est une démarche win-win, de partenariat. Le dernier qui a été concrétisé, c'est le partenariat vert, au moment où Mme Ursula von der Leyen avait visité le Maroc. Le premier en dehors de l'Union européenne ou du cercle, si vous voulez, des pays occidentaux à avoir bénéficié de ce partenariat, sur tous les plans. Et d'ailleurs, dernier feuilleton, c'était lorsque le Maroc a demandé une sorte de répit avant de renouveler l'accord de pêche. Il veut plus de valeur ajoutée, oui. Mais il est certain que l'avenir du partenariat avec cet ensemble régional extrêmement important, au vu de la proximité, de la profondeur, oui. Va dépendre de la future décision qui sera rendue par la Cour de justice de l'Union européenne au sujet des accords sectoriels, les accords sur la libéralisation des produits agricoles et l'accord de pêche. Oui. Alors, on ne peut pas passer à côté d'un accord très important, celui du 22 décembre 2020 avec Israël, la normalisation. C'est pas n'importe qui, c'est une puissance. C'est un acte diplomatique important, cette normalisation. Oui. Quels sont dont on a vu les effets immédiats, parce que c'était une accélération de la coopération, parce qu'il y avait une base, il y avait une histoire, il y avait à quel point la diplomatie marocaine et la politique étrangère a été renforcée par ces accords tripartites. Comme le disait feu le roi Hassan II, après la guerre de 67, et l'immigration massive de pas mal pas mal de citoyens de confession juive, mais ils sont marocains, vers Israël. C'est le Maroc, quand il perd un citoyen marocain de confession juive, il gagne un ambassadeur. Et ce cordon ombilical qui lie les Juifs, d'ailleurs, à Israël ou se trouvant dans d'autres lieux comme le Canada, la France, les États-Unis, ce cordon ombilical ne se démonte jamais. Et donc il y a une certaine ancestralité, si vous voulez, de ce lien, oui, qui fait du Maroc un pays très singulier au niveau du monde arabo-musulman. Le seul pays à avoir compté réellement une communauté extrêmement importante, in situ au Maroc et ailleurs aujourd'hui. Il y a même des personnes qui ont des postes gouvernementaux très, très importants. Donc, cette reprise des mécanismes de coopération entre le Maroc et Israël est venue dans un cadre d'abord régional, ce qu'on appelle les accords d'Abraham, ça d'une part, donc il y a eu une démarche régionale, et en même temps, ça permettait au final de lever un obstacle qui empêchait de part et d'autre, et surtout les Israéliens, de visiter le pays de leurs ancêtres. Oui. Et je crois qu'il y a un facteur humain qui est fondamental et culturel, et évidemment, cette coopération est porteuse de beaucoup de bénéfices pour les 2 pays, sur pas mal de niveaux, l'agriculture, l'eau, oui, la recherche scientifique, la technologie, la sécurité, oui, et j'en passe. Alors, on est dans un monde en pleine mutation, on l'a dit, beaucoup de changements géostratégiques, géopolitiques. Il y a la guerre d'Ukraine avec la Russie. Est-ce que cette guerre n'a pas un petit peu réveillé le monde? Ils ont pris une prise de conscience de l'importance de ce partenaire marocain stable et fiable dans une zone proche du Sahel, qui est sous tension, où sévit le terrorisme. Est-ce que c'était un petit peu, voilà, une petite
c'est pas une petite piqûre, mais je ne sais pas comment l'exprimer. Elle a réveillé les Européens. Un effet catalyseur. Absolument, un effet catalyseur pour prendre conscience de l'importance de ce partenaire qui est incontournable. Ah oui, absolument. Parce que depuis quelques années, les compliments pleuvent sur le Maroc. On le découvre. Est-ce qu'on peut prétendre aujourd'hui à dire le statut de pays émergent? Ben oui. Évidemment, il faut revenir aux indicateurs. Si le Maroc a bénéficié du statut de partenaire pour le dialogue sectoriel avec les pays de l'ASEAN qui comprennent ces pays, 10 pays comme l'Indonésie, quand même, ce sont des poids lourds sur le plan régional, la Malaisie, les Philippines, Thaïlande, Singapour, etc. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est un pays qui a des atouts immenses. Si le Maroc aujourd'hui a conclu des partenariats avancés avec beaucoup de pays, que ce soit avec le Royaume-Uni, que ce soit des ensembles, l'Union européenne, on vient de le citer, avec les États-Unis, on a ce qu'on appelle le dialogue stratégique depuis 2013, avec pas mal de pays africains, des poids lourds, si le Nigeria a préféré avoir son projet de gazoduc avec le... Ce n'est pas pour rien. Donc c'est un pays qui a énormément d'atouts, en croissance continue, malgré parfois les effets de la sécheresse ou de la récession, mais c'est un pays qui gagne du poids, du terrain, de l'influence. Et traditionnellement, pour résumer, les experts, les stratégistes, surtout parlent d'une puissance relationnelle. Elle est capable de jouer le rôle de médiateur, mais aussi de lier plusieurs éléments, nord, sud, est, ouest. Vous voyez, le passé, comme on dit, le présent et le futur. Ce qui fait que ce rôle majeur du Maroc, le Maroc en est pleinement conscient. Donc si des pays comme la Russie, comme l'Ukraine ou d'autres choisissent d'avoir des partenariats avec le Maroc, ils le font sur la base de ces atouts immenses. Et il y en a qui parlent aujourd'hui de momento marocain. Oui. Il y en a qui parlent de ça. Alors, on va bien sûr un petit peu, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, très très peu de temps pour parler de l'avenir. On parle de l'Afrique, tout ce qu'on a fait en Afrique, le discours de Sa Majesté sur le continent de l'Afrique qui doit se prendre en charge elle-même et tous les projets, gazoducs, usines d'engrais, bancaires, énergie renouvelable. Maintenant, quels sont les défis et les enjeux pour finir avec ça dans nos relations internationales? Qu'est-ce qui reste à faire le plus important, ce qu'il faut conquérir comme nouveau territoire? C'est d'abord la bataille du développement durable. Le Maroc est extrêmement ancré à cette démarche onusienne de ce qu'on appelle les objectifs de développement, de la lutte contre la pauvreté, etc. On a fait pas mal de réalisations. Il y a des pesanteurs, certes, parfois la sécheresse, mais regardez, au niveau du projet stratégique, titanesque de raccordement, au niveau des régions, en ce qui concerne la question de l'eau, je crois que c'est une première, au moins au niveau du continent africain. Si Feu le Roi Hassan II avait reçu le prix Agricola de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ce n'est pas pour rien. Donc il y a d'abord la lutte contre la sécheresse et le changement climatique. Il y a la question de développement durable tous azimuts, parachèvement de l'intégrité territoriale du Maroc, sécuriser le voisinage, nos frontières, pérenniser les relations partenariales avec beaucoup de pays. L'Amérique latine? Évidemment, avec l'Amérique latine, avec l'Asie, avec tous les pays. Et en même temps, ce qui est important, je crois qu'il faut remonter à un discours de Sa Majesté le Roi quand il a parlé de 3 priorités majeures. Non seulement les questions sectorielles comme la question de l'eau, la charte de l'investissement. D'ailleurs, il met toujours le citoyen au cœur de toute démarche de développement. La souveraineté alimentaire, c'est important. L'indépendance sanitaire, c'est important, avec toutes ses conséquences sur le plan de la diplomatie. Et également, la protection environnementale, je crois que ces facteurs combinés à d'autres permettent au Maroc non seulement de faire un pays émergent, mais un grand pays développé. Un champion de l'environnement, des énergies renouvelables avec l'hydrogène vert. Merci beaucoup, Zakaria Aboudahab, professeur de Relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Merci, cher monsieur. Avec plaisir, Madame Doré. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV.